Bon matin tout le monde, je vous inviterai à vous asseoir. On est conscient qu'il y avait un petit enjeu avec le transport en commun ce matin. Donc, ça va sûrement continuer à entrer, mais si on ne veut pas prendre de retard, on va amorcer dès maintenant. Donc, bienvenue à toutes les personnes dont c'est la première journée aujourd'hui. Puis pour toutes celles et ceux qui étaient là hier, j'espère que vous avez apprécié votre journée. Avant de commencer, je dois faire un mea culpa. J'ai fait un lapsus géographique hier. Je m'en excuse et je tiens à rectifier qu'on se trouve sur les terres ancestrales des 11 nations autochtones du Québec et non du Canada. Donc, tout comme hier, je nous invite à reconnaître qu'on se trouve sur des territoires non cédés, puis à honorer les premiers peuples qui étaient là bien avant nous. Un petit mot sur les activités en marge, deux activités en marge. D'abord, ce midi, il y aura le très attendu Programme national de santé publique 2025-2035 qui vous sera présenté à la salle Montréal 5. Donc, on vous invite en grand nombre, c'est à 13 h. Et à 17 h, en fin de journée, au Salon Ville-Marie, il y aura une activité qui vise à faire le point 2 ans après la déclaration des autorités de santé publique en matière de changement climatique. C'est sur invitation, mais on m'a informé qu'il restait de la place. Il y a un code QR au comptoir d'inscription. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous êtes les bienvenus. On a parlé hier de nouveautés. Je pense qu'on ne peut pas passer sous silence qu'on a également une nouvelle directrice nationale de santé publique. Donc, je l'invite dès maintenant à vous glisser un petit mot. Bien, merci. Et j'ai pris le REM, fait que j'ai pas été prise dans le transport en commun. Je savais même pas que le métro était en panne, donc désolée pour ceux qui étaient pris. Mais bonjour à tous et à toutes. Je tiens d'abord à remercier Dr. Julie Lollier de m'avoir invité à vous adresser quelques mots ce matin, puis le comité organisateur aussi, j'ose imaginer, en ouverture de cette deuxième journée des JASP 2025. J'en suis à ma 10e semaine en poste, puis je vais vous dire que j'ai l'impression que ça fait minimum 10 mois. Et je vous promets que ce n'est pas parce que Julie est avec moi tous les jours que ça a l'air si long, bien au contraire. Elle facilite la vie passe plus vite avec elle. J'ai dit que ça finirait par une déclaration d'amour, mais on verra. Donc, on le sait, la santé publique et la société civile également traversent des moments difficiles où on a l'impression de naviguer à vue en pleine tempête avec des courants changeants et un mal de mer qui s'installe. On a l'impression d'être fragmenté, de perdre notre identité. Les partenaires avec qui nous travaillons au quotidien peinent à tenir. Nous avons l'impression de perdre le contrôle. Dans ce contexte où tout est changeant, où la science est instrumentalisée pour servir les idéologies, je veux qu'on puisse s'appuyer sur cette science pour prendre nos décisions, qu'on communiquera de manière transparente. Je sais que ça ne sera pas facile tous les jours, mais je vise à ce que la science, la transparence, l'intégrité et la collaboration soient les valeurs qui nous guident au quotidien. C'est à tout le moins les valeurs qui me guident au quotidien. Malgré ces temps difficiles, on nous a dit hier que la société québécoise et les jeunes Québécois avaient une plus grande satisfaction face à la vie qu'ailleurs au Canada. On nous a également dit que la confiance, les uns envers les autres et envers nos institutions, est encore là. On doit la nourrir et en prendre soin. Cette confiance se bâtit sur la transparence, la compétence, la rigueur scientifique, la co-construction, la collaboration, l'écoute et l'empathie, valeurs qui nous habitent. Je ne vis pas d'espoir. En fait, je pense que l'espoir tue. Je vis dans le présent en m'investissant pour tirer le meilleur des situations en partenariat avec tous les collaborateurs qui ont chacun leur rôle à jouer. Je crois donc que tous ensemble, nous pourrons nous tirer d'affaire. Ça ne sera pas comme avant, on nous oblige à changer, mais parce que nous sommes tous présents avec nos cerveaux et nos cœurs, parce que les relations et les amitiés sont essentielles, nous sortirons de cette tempête unis et plus forts. Merci et bonne journée de conférence. Merci beaucoup, Dr. Quach. Donc, pour ceux qui n'étaient pas présents hier, mon nom, c'est Nicolas Parenteau. Je suis médecin spécialiste en santé publique, médecine préventive à l'Institut national de santé publique du Québec. Tout d'abord, avant de commencer, je souhaitais annoncer les prix pour les gagnants pour les communications affichées. Donc, le jury a rendu son verdict hier.
Donc, en ordre, le prix du jury pour les pratiques inspirantes, donc la nature et l'aventure, outils de prévention et de promotion en santé publique, un projet pilote du CIUS de l'Estrie-Chus, par Geneviève Lecourt, Karine Demers et Jessica Bourbonnière. Le prix du jury Nouvelles connaissances, caractérisation des individus, des contextes et de l'utilisation des services de santé précédant les décès par surdose accidentelle en Montérégie, par Marianne Bouvrette, Julie Lelier et David Martin-Milot. Le prix étudiant du jury Nouvelles connaissances, l'écran récompense et le temps d'écran récréatif, cerner le contexte familial pour mieux comprendre et intervenir, par Émilie Fournier, Tania Tremblay et Andréane Gagné. Ensuite, nous avons les mentions d'honneur du jury, donc nouvelles connaissances, l'attachement au cellulaire, facteur d'influence sur la santé mentale des jeunes universitaires francophones, par Ndeye Rokaya Goye, Daniel de Moissac, Vicky Plourde et Émilie Lévesque. Nous avons ensuite la mention d'honneur du jury, pratique inspirante, déversement de produits pétroliers dans l'eau potable, un outil d'aide à la décision pour évaluer et gérer le risque pour la santé humaine, par Géraldine Paté, Marie-Hélène Bourgault, Mathieu Valk, Vicky Huppé et Geneviève Grenier. Je vais juste pas en oublier un, je pense que j'en ai sauté un, désolé. Non, je pense que ça fait... Ah oui, désolé. Donc, un dernier prix d'étudiant du jury, Nouvelles connaissances, effet d'un programme d'apprentissage en plein air sur les jeux libres et le temps d'écran récréatif des élèves, par Michael Vigneault-Poirier, Jérôme Verret, Tania Tremblay, Yannick Lacoste et Tegwin Gadet. Donc, une bonne main d'applaudissement pour les récipiendaires. Dernier petit message pour ceux qui ont demandé des crédits de formation, n'oubliez pas d'aller signer pour les obtenir. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Dr. Roy et Mme David pour une conférence plénière intitulée « Pratiques collaboratives et mise en œuvre de politiques en santé ». L'objectif de la plénière est de décrire les conditions de réussite essentielles à une collaboration renouvelée dans un contexte de transformation du système de santé. Geneviève David est directrice du Centre d'excellence sur les partenariats avec les patients et le public du Centre de recherche du CHUM. Initialement formée en recherche fondamentale dans le domaine des sciences biomédicales à Montréal, Université de Montréal, et à Boston, Université Harvard, elle a ensuite travaillé dans diverses équipes de recherche en France, à l'Université Paul Sabatier à Toulouse et au Canada, ainsi qu'à la Cardiologie de Montréal, Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine, et le CHUM, dans les domaines de la génétique, de la bioéthique et du partenariat avec les patients et le public. Geneviève détient également une maîtrise en administration publique à l'ENAP, où elle s'est spécialisée dans la transformation numérique de la santé dans le secteur public. Elle poursuit un PhD en administration, où elle s'intéresse à la prise de décision à l'ère du numérique. Ces projets incluent l'évaluation de l'implantation, du partenariat patient et la participation des patients dans la transformation numérique. Dr. Denis Roy est médecin spécialiste en santé publique et Fellow Harkness du Commonwealth Fund. Il agit comme médecin conseil au ministère de la Santé et des Services sociaux et est professeur adjoint à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Son parcours comprend des postes de direction au commissaire à la santé, à l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, et à l'Institut national de santé publique du Québec et dans plusieurs instances régionales. Il est reconnu pour son leadership, sa rigueur et son engagement envers l'excellence en santé publique. Je cède la parole à Dr. Roy. Le chronomètre, mon meilleur copain pour ce matin. Alors bien, bonjour tout le monde. Je suis content d'être arrivé à temps, finalement. Je revois plusieurs visages familiers. C'est toujours un plaisir de retrouver la grande famille de santé publique. On m'a demandé de vous parler des pratiques collaboratives en lien avec la mise en œuvre des politiques de santé publique. On pense à la stratégie, on pense au programme qui sera présenté aujourd'hui. Cette idée de la collaboration, Dr. Quach vient de la réaffirmer. Nous sommes condamnés à collaborer, qu'on le veuille ou pas, autant le vouloir et autant comprendre les mécanismes qui en font un succès. Et c'est ce que j'ai, au cours des 2 dernières années plus particulièrement, approfondi comme champ de connaissances. Et je suis très heureux de vous résumer
ces apprentissages-là. Je prends la parole aujourd'hui, c'est ma voix que vous entendez, mais en réalité, c'est le travail de plusieurs équipes dont je vais témoigner, celle du commissaire à la santé, celle du comité de transition qui a réfléchi avec plein de personnes, plus de 400 personnes au Québec, à comment mettre en œuvre la loi sur la gouvernance du santé et services sociaux, et l'équipe de la stratégie nationale de prévention en santé qui a construit les documents que vous avez vus passer, dont je vais dire quelques mots. Donc, c'est un témoignage d'équipe, mais j'endosse toutes les mauvaises idées sont les miennes, puis les bonnes, c'est celles des collègues. Alors, ça fonctionne. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer ici. C'est l'objectif qui m'a été confié par le comité scientifique. En fait, on va le porter ensemble. Geneviève et moi sommes, dans le fond, concertés dans cette communication-là. Vous allez voir qu'elles sont largement complémentaires. Je commence avec une citation d'un penseur que vous connaissez tous, Noah Harari, ce grand historien, philosophe, qui nous dit une chose qui est très importante, ayant étudié l'humanité à travers toute son évolution. Puisque la coopération humaine à grande échelle repose sur des mythes, la manière dont les gens coopèrent, on pourrait dire collaborent, peut être modifiée en changeant les mythes, en racontant d'autres histoires. Dans les bonnes circonstances, les mythes peuvent changer rapidement. Et dans les faits, en santé publique, les mythes ont changé beaucoup et rapidement. Je vais donc revenir sur ça en abordant en 3 temps, d'abord les finalités de la transformation en santé et services sociaux et en santé publique, parce qu'elle ne peut pas s'en détacher. C'est le même projet, à quelque part, celui d'un système public de santé qui crée de la santé et du bien-être et de la valeur pour sa population. Connaître les leviers de la mise en œuvre qui ont été convenus beaucoup à partir du travail du comité de transition et qu'on a cherché à opérationnaliser à travers l'initiative stratégique qui est la Stratégie nationale de prévention en santé pour en dégager des implications pour nos pratiques ensemble. On aura l'occasion de se pencher là-dessus. Et on a fait ce travail-là en s'appuyant sur les connaissances. Moi aussi, je suis un adepte de la connaissance appliquée. Et on a pu bénéficier pour cette dernière section d'une revue narrative récente faite par le professeur Jean-Louis Denis, qui avait été approché d'ailleurs initialement pour présenter sa conférence. Vous comprendrez que je ne suis que le plan B de tout ça. Une vision renouvelée des finalités du système de santé. Je commence avec le diagnostic du CSBE, publié dans Le Devoir de faire autrement en janvier 2022. Travail extrêmement approfondi d'une réflexion critique sur l'évolution souhaitable du système de santé en post-pandémie. Et à gauche, on le voit à l'écran, le diagnostic qui était le suivant, un ministère qui agissait comme un opérateur d'activité, un système centré sur l'hôpital et les docteurs, une gestion de ressources humaines trop centralisée, avec toutes sortes d'effets pervers à plusieurs niveaux, dont la démobilisation historique du personnel, un système avec des données qui sont opaques, qui essentiellement travaillent à protéger les renseignements plutôt qu'à partager en sécurité les renseignements, et enfin un diagnostic assez lourd d'une santé publique à la marge qui était confinée à elle-même dans un univers restreint d'influence. Et ce que le commissaire avait proposé, et ça a été, je pense, assez bien reçu par les autorités ministérielles à ce moment-là, c'est un ministère qui allait dorénavant assurer une gouvernance axée sur la valeur, délaisser l'activité, changer de rôle et s'intéresser davantage aux résultats. Un système davantage intégré qui lui aussi s'intéresse aux résultats, qui donne prépondérance aux résultats de santé, aux résultats d'expériences vécues par les usagers, mais aussi par les praticiens eux-mêmes. Et ça s'inscrit dans un mouvement assez étendu qu'on appelle de santé pour la valeur, santé axée sur la valeur, dans la foulée de toutes sortes de travaux scientifiques d'envergure. La gestion de proximité, le système ouvert de données. Et d'ailleurs, depuis ce temps-là, il y a eu une loi
qui a rendu beaucoup plus flexible les privilèges d'accès, l'obtention de privilèges d'accès aux données à des fins d'analyse et de pratiques réflexives. Et enfin, et c'est la plus importante pour ce matin, une santé publique stratégique au cœur de la gouvernance du système. Vous allez me dire, on n'est pas clair qu'on a vu ça encore. Mais je crois que c'est l'élan sur lequel il faut faire du travail et consolider notre emprise. Donc, voilà pour le Conseil santé-bien-être, pardon, le commissaire santé-bien-être, qui avait été précédé, bien sûr, du Conseil santé-bien-être, mais là n'est pas mon propos. Et ça nous a amené à la mise en œuvre de la loi sur la gouvernance santé-services sociaux, avec un nouveau rôle pour le ministère, la création de Santé Québec, vous connaissez cette histoire. Mais je rappelle la première recommandation dont on n'a pas suffisamment parlé. Et ce sont des idées de santé publique, une responsabilité populationnelle axée sur la valeur, telle que définie par le quintuple objectif. Et ça, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir à l'avant-plan les finalités qu'on poursuit avec le système public de santé. Des choses qu'on a tendance, peut-être trop souvent, à oublier. On se centre sur notre activité professionnelle, notre activité organisationnelle, mais il faut toujours garder en tête ce à quoi tout ça doit servir. Et cette proposition du comité de transition, qui a été entérinée par le ministre, c'est très clairement un espace d'influence pour tous les professionnels de santé publique. Souvent, on est plus confortable, je rappelle les 5 objectifs, donc travailler pour la santé et le bien-être de la population. Nicolas, vous avez passé la journée à discuter de ça. Il y a un très brillant séminaire là, organisé par des collègues plus tard en journée où on va reprendre cette notion du bien-être. Mais ça, c'est probablement la finalité première et elle nous rejoint énormément en santé publique, il n'y a pas de doute. L'équité que vous voyez en bas à droite est aussi une finalité avec laquelle on est plus familier, réduire les inégalités sociales. Ces deux-là, on est en affaires, on est chez nous. Mais je nous rappelle qu'il y a d'autres finalités tout à fait intéressantes qu'il faut garder en tête aussi et qu'on doit apprendre à mieux intégrer, je crois, dans notre pratique. D'abord, l'expérience de service. Qu'est-ce que ça veut dire pour la prévention? Bien, ce sont nos connaissances dans la population, nos attitudes par rapport à des services préventifs ou par rapport à des comportements préventifs. Et là-dessus, il y a une grande transformation, moi, que j'ai vue particulièrement au cours des 10 dernières années, avec toutes sortes de nouvelles réalités et des défis nouveaux aussi sur la place qu'occupe, ou la compréhension même qu'a la population de en quoi consiste la prévention, qu'est-ce qui est important là-dedans. Et on voit ce qui se passe au sud de la frontière. Par moments, c'est assez déstabilisant, tout ça. L'expérience au travail. On l'a vu et on l'a lu d'ailleurs au moment de la pandémie. L'expérience au travail en santé publique est une expérience douloureuse par moments, extrêmement sollicitante. Et elle va le demeurer. Le métier de la santé est un métier difficile. Le métier de la santé publique est un métier exigeant. Travailler avec des gratifications très lointaines, avec beaucoup d'adversité pour y arriver. Oui, l'espoir peut être un risque. Moi, je m'en nourris beaucoup, mais je comprends qu'il y a des risques quand même. Il faut apprendre à mieux prendre soin de l'expérience au travail, également en santé publique. Et je voudrais insister aussi sur le 5e objectif pour lequel il y a un immense rendez-vous devant nous, celui de la viabilité du système de santé. Et je dirais, M. Dubé l'a constamment réitéré au moment où on travaillait sur la stratégie. Il nous disait qu'il faut absolument réduire la pression sur le système de soins et services. Et ça passe, dans sa compréhension, par plus de prévention. Et c'est pour ça qu'on a eu l'aval du gouvernement du Québec pour construire quelque chose qui est un projet de société autour de la stratégie de prévention. Et il y a là clairement quelque chose pour lequel, s'il y a une solution éprouvée pour travailler sur la viabilité du système, elle est dans nos mains, elle est dans la salle, si vous voulez. Et moi, j'en suis absolument persuadé. Ce qui est beau aussi autour de cette vision du quintuple objectif, c'est comme ça qu'on définit la valeur que produit le système de santé pour la société, c'est que ça se mesure. Toutes ces
dimensions-là, chacune de ces dimensions-là se mesure. Ça peut se mesurer pour une intervention particulière. On le voit de plus en plus en évaluation des technologies. Ça peut se mesurer pour une innovation particulière. Ça peut se mesurer pour un continuum d'action ou un programme particulier. D'ailleurs, la conception même du Programme national de santé publique a été réfléchie avec cette vision du quintuple objectif en tête. Mais ça peut aussi se réfléchir pour un segment de population, pour un territoire. Donc, on a un ensemble, avec ce quintuple objectif, on dispose d'un ensemble de métriques exploitables à des fins de documenter des progrès, déterminer des objectifs d'amélioration et suivre notre progression dans leur atteinte. Maintenant, quel levier on a pour bouger, avancer dans le sens du quintuple objectif? Ça, c'est un travail qui est la propriété intellectuelle du comité de transition qu'on a appuyé, que Mélanie Cavana a coordonné. Et on arrive avec 4 grands leviers que Jean-Louis Denis qualifierait des leviers formels de la gouvernance. Le premier, et c'est une révolution dans l'agenda des politiques publiques au Québec, c'est de formaliser la participation des citoyens comme une norme culturelle pour avancer dans la suite des choses. Je n'irai pas beaucoup plus loin là-dessus. J'ai mis un peu de détails sur les diapos pour référence ultérieure, mais c'est le propos de Geneviève et elle va nous en parler de façon extrêmement éloquente tout à l'heure. Mais sachez que c'était quelque chose qui a fait l'unanimité au sein du comité de transition, qui venait des chantiers. Tout le monde était rendu là et on est extrêmement heureux d'accueillir le premier grand collaborateur dans nos activités, ce sera les citoyens, et on va nourrir et chérir cette participation-là de manière, j'espère, soutenue pour les prochaines années. Le deuxième levier, c'est l'application des connaissances, être plus systématique et avoir un souci constant d'une santé de précision dans une visée d'universalisme proportionné. Ce sont des mots qui sont des mots de Marmot initialement, et il y a un grand mouvement autour de cette notion de santé de précision qui vise essentiellement à mieux cibler, à mieux intégrer et à surtout intensifier les actions, notamment en prévention. Vous savez, la prévention dans notre société, elle se prescrit à dose homéopathique. Il faut passer en dose populationnelle. Et c'est un grand rendez-vous. On n'est pas rendu là. Personne ne va prétendre qu'on est capable de faire ça maintenant. Mais c'est ça la vision. Les connaissances sont là. On a le devoir de les appliquer. Puis on a le devoir, pas de faire que tout ça devienne une réalité puis de mourir au front, mais de rappeler avec notre rigueur, avec notre détermination puis notre engagement que les connaissances sont là, qu'elles ont des propriétés intéressantes, qu'elles peuvent bénéficier de certaines conditions de réussite et qu'elles méritent notamment les financements et les partenariats requis. Donc, l'application des connaissances dans le cadre de ce qui s'en vient, c'est un devoir professionnel extrêmement important au cœur de nos pratiques collaboratives. Le troisième levier à notre disposition, c'est la pratique réflexive. C'est la démarche apprenante. C'est avoir l'humilité d'accepter qu'on est bon, mais qu'on peut devenir encore meilleur. Et que c'est en travaillant qu'on apprend. Et c'est en se parlant de notre travail, des résultats qu'on atteint, des obstacles qu'on rencontre et des stratégies qu'on déploie, qu'on invente souvent pour les relever, ces obstacles-là, bien, c'est comme ça qu'on devient meilleur. Et la pratique réflexive est encore trop peu présente dans notre façon de travailler. En santé publique, pour toutes sortes de raisons historiques, on est fort en surveillance, mais on n'a pas de système de mesure qui bouge avec suffisamment d'agilité et de spontanéité, de promptitude pour être capable de modifier nos actions sur ça. Donc, on est sur des longs cycles d'amélioration, c'est parfait, mais il faut passer aussi avec des courtes boucles d'amélioration. Et là, il y a un défi intéressant que je crois l'équipe du Programme national de santé publique nous propose de relever de manière particulièrement stimulante. Et enfin, parce qu'on est face à un problème, des problématiques complexes très nombreuses, il faut souvent se réinventer
Il faut apprendre à expérimenter, à oser des changements. Et là-dessus aussi, il y a une leçon pour la santé publique qui a, je dirais, une préférence culturelle forte pour des programmes déjà institués. C'est bien, mais on doit faire mieux. Et notamment, par rapport aux problématiques qui bougent rapidement. Il y en a plusieurs en tête. Je ne prendrai pas un exemple, mais on en vit tous. Hier, on avait encore des propos extrêmement bouleversants sur la question de l'enjeu du logement et de l'itinérance. Mais au fond, il faut être capable de déployer des activités nous permettant de mettre au point des approches nouvelles et de le faire de façon agile et rapide. Et ça, c'est le grand rendez-vous de bâtir ensemble des nouvelles solutions pour faire face aux défis émergents. Donc, c'est comme s'il fallait, du point de vue du comité de transition, qui est l'auteur, encore une fois, de ce travail-là, travailler mieux avec les personnes et dans l'intérêt des personnes qu'on veut servir, appliquer diligemment les connaissances qu'on a à notre disposition, réfléchir sur notre pratique, identifier là où on peut s'améliorer et se donner des métriques pour se suivre dans l'amélioration, et enfin, accepter qu'on ne sait pas encore tout faire et que dans certains cas, il faut mettre au point des solutions nouvelles et apprendre donc à mettre au point de l'innovation, qui est un métier différent que le métier d'appliquer des programmes ou des connaissances établies. Qu'est-ce que ça implique, tout ça? Comment je fais dans le temps? 5 minutes, je vais être bon. Quelles implications pour la collaboration en santé publique? Encore une fois, un petit merci à Jean-Louis Denis qui nous a partagé sa revue narrative récente là-dessus. Mais essentiellement, je vais utiliser le schéma de la Stratégie nationale de prévention, qui a été trop peu partagé encore, mais au fond, ce que c'est, ce schéma-là, c'est un système de collaboration multiniveau. Au cœur de ça, c'est le partenariat et l'engagement de tous. Et on voit comment l'engagement est précieux. On le voit surtout, en fait, quand il nous fait défaut. Pensez à la loi 2, par exemple. Quand on a introduit des changements majeurs sans qu'il y ait eu de participation suffisante au préalable, ça devient vite compliqué. La méfiance s'installe. Or, pour construire de la collaboration, bien sûr, il faut, avant, comme le disent les Autochtones d'ailleurs très brillamment, il faut d'abord apprendre à se faire confiance avant de travailler ensemble. Et c'est ça qui est le grand défi des 10 prochaines années avec cette stratégie. Il va falloir qu'on construise de la confiance et il va falloir qu'on réussisse à collaborer d'abord avec les personnes elles-mêmes pour accroître leur pouvoir d'agir et l'entraide, avec les cliniciens pour optimiser les services cliniques préventifs, avec les communautés pour co-construire des approches comme intersectorielles. Et j'en vois beaucoup de ces défis-là qui sont inscrits au Programme national de santé publique. Et bien sûr, poursuivre sur les avancées de la PGPS avec les collaborations interministérielles pour une approche all of society qui va combiner, dans le fond, le gouvernement, les communautés, les cliniciens et les citoyens eux-mêmes. Donc, ce système de collaboration-là, il est extrêmement ambitieux et pour y arriver, on peut compter sur des connaissances. On a, dans les connaissances publiées, des précisions sur en quoi consiste la coproduction, qui est souvent une façon plus simple de collaborer dans des relations, dans les relations producteurs-usagers, avec des dyades qu'on trouve beaucoup dans l'univers des services individuels, et tout l'univers de ce qu'on appelle la co-création, où là, on est sur des régimes de collaboration où tous sont sur le même pied, on valorise les idées de tout le monde, on collabore avec des partenaires inhabituels, des fois des gens qu'on voit moins régulièrement, et qui arrivent avec des capacités nouvelles d'action, notamment autour de l'intersectoriel. Donc, miser sur des atouts complémentaires devient à ce moment-là une capacité. Donc, les pratiques professionnelles devront faire appel de plus en plus à des modalités de coproduction et peut-être encore davantage de co-création dans les différentes initiatives qu'on mènera. Ça a aussi des résonances sur la gouvernance. Et ce que Jean-Louis nous rappelle là-dessus, c'est qu'il y a la gouvernance par les instruments, celle avec laquelle on est familier. Vous savez, formuler des objectifs, identifier des incitations, donner des budgets,
suivre les activités, évaluer les résultats, des approches assez classiques d'administration de la santé. Mais il nous dit aussi qu'il faudra de plus en plus maîtriser en santé publique, pour mettre en œuvre la stratégie notamment, une gouvernance expérimentaliste, où là, on sort du cadre prescrit et on est en co-création pour identifier en contexte ce qui peut être fait, de se donner un premier mouvement d'action, d'apprendre de ce qu'on a fait et de continuer à avancer pour trouver des solutions qui, à la fin, qui vont coller aux réalités du milieu d'une part, puis qui vont nous permettre d'appliquer les stratégies et les connaissances qu'on détient. Et ça implique une petite révolution de la gouvernance, parce qu'on n'a pas excellé dans cette zone-là. On a beaucoup d'innovations, surtout technologiques, qui nous viennent de l'industrie, mais les vraies innovations sociales co-construites dans les communautés, elles sont trop peu nombreuses, et quand elles sont là, elles ne sont pas suffisamment mises à l'échelle. Souvent, elles meurent avec la retraite, par exemple, de ces protagonistes, et elles n'ont pas été institutionnalisées comme elles auraient dû l'être. Donc, cette gouvernance expérimentaliste, elle est une clé pour la mise en œuvre. Il me reste 2 diapos, et je vais vous dire quelques mots maintenant sur ce qu'on peut retenir de tout ça. Implication pour la mise en œuvre, je rappelle que ça se travaille actuellement. Amélie Trépanier et Mélanie Cavana, dont j'ai parlé, ont constitué un comité de mise en œuvre pour réfléchir qu'est-ce qui va arriver avec la stratégie plus concrètement au cours du prochain quinquennat, là, les 5 prochaines années. La même réflexion s'est aussi réalisée en lien avec le PNSP. Et au fond, ce qu'on risque de retrouver là-dedans, c'est davantage de co-création avec une interpellation des acteurs pour qu'ils définissent eux-mêmes des solutions qui répondent à des grandes ambitions, à des grandes orientations qui ont été nommées dans les documents formels. Il y aura aussi besoin de créer des conditions favorables à cette collaboration-là, et je crois qu'il y a encore des précisions à apporter sur les rôles et responsabilités, le niveau de capacité dont on a besoin, et j'espère qu'à travers les différentes discussions en cours, notamment en lien avec la création du nouvel institut, on va être capable de clarifier les rôles, retomber sur nos pattes avec des rôles qui nous sont confortables, pour lesquels on est compétent et pour lesquels on est mobilisé, et tout ça pour nous équiper pour soutenir la co-création. On doit se préparer aussi à faire cohabiter mieux les modes de gouvernance, la gouvernance par les instruments, celle avec lesquels on est familière, qui va être beaucoup celle de Santé Québec, en tout cas dans son rapport avec le ministère. Mais à l'intérieur de Santé Québec, il y aura un espace de gouvernance expérimentaliste pour, avec les communautés, construire des solutions nouvelles qui vont être de mieux en mieux adaptées au contexte. Et enfin, une grande réflexion pour l'évolution de notre société, c'est de trouver le bon équilibre entre, vous savez, le mouvement continuel du pendule, on centralise, on décentralise, on recentralise, on redécentralise. Présentement, on est dans un pôle centralisateur, mais avec un mouvement de décentralisation qu'il faut réfléchir et instituer. Et c'est cet équilibre-là, dans le fond, qui va demeurer essentiel pour la suite des choses. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir pour la collaboration en santé publique? Moi, ce que je voulais vous soumettre en résumé, c'est que la première chose, ce sont les mythes qui nous guident. Ce sont les mythes fondateurs qui donnent le sens. Et les mythes ont changé. Travaillons avec ces mythes-là pour leur donner du sens. Le mythe de la vision, les outils qu'on a sur les cadres formels de la stratégie et du programme. Dans le fond, on a là des espaces qui sont malléables et qui sont amenables à beaucoup d'initiatives professionnelles qu'on est capable de mener. On va essayer de continuer à clarifier les rôles et responsabilités, maintenir des relations de qualité. Les JASP sont exemplaires à ce niveau-là. C'est un rendez-vous, j'espère, qui va se poursuivre tout au long de la période d'implantation de la stratégie du programme. Partager les ressources de mieux en mieux.
Négocier des soutiens politiques, ce n'est pas toujours facile, on n'est pas toujours parfaitement bien compris par ceux qui nous dirigent, mais il faut garder cette connivence et cette complicité le plus possible pour avoir les appuis dont on a besoin. Se donner des espaces structurés d'échange, une fois par année, c'est bien, mais on pourrait être davantage connecté pour ceux qui font le même métier dans différents milieux, ceux qui travaillent avec les tout-petits dans différents milieux, ceux qui travaillent avec les aînés dans différents milieux, ceux qui travaillent à prévenir les maladies chroniques dans les différents milieux, pour suivre l'évolution de nos pratiques, valoriser l'expérience des acteurs, et à travers tout ça, une gouvernance qui, j'espère, sera de plus en plus participative, collaborative, à l'intérieur de la famille de santé publique, avec les partenaires du réseau de la santé et des services sociaux, avec les partenaires plus largement de la société. C'est à ça qu'on est conviés, et notamment avec les autres ministères, avec lesquels, quand même, le Québec a construit beaucoup de succès, et il faut poursuivre. Et je termine avec cette réflexion de M. Rochon, pour lequel je garde une profonde affection après ces quelques années de son départ. Mais Jean disait toujours, « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. La collaboration, c'est un coût. C'est pas gratis. Mais c'est payant, c'est un investissement. Et une collaboration à l'échelle de ce système complexe de collaboration qu'est la stratégie et le programme, c'est véritablement un rendez-vous à la hauteur de nos besoins et de nos attentes. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Merci, Denis. Je pense que ça introduit bien, en fait, ce que je vais présenter ce matin. On s'est donné une grande vision, des objectifs, etc. Moi, ce que je vais vous inviter, c'est peut-être un peu l'arrière-scène, en fait, le behind the scene, comment c'est planifié, c'est co-construit, finalement, le PNSP, le Programme national de santé publique. C'est ce que je vais vous inviter. C'est ce qu'on va regarder ensemble, et c'est pour ça que je suis là dans ma présentation. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Alors aujourd'hui, ça va être vraiment campé justement dans le Programme national de santé publique et vraiment le mandat qui a été donné au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, le CEPPP pour les intimes. Vraiment, nous, je prends une petite 2 minutes là, pour ceux et celles qui ne connaisseraient pas. Alors, notre mission, c'est vraiment de faire du partenariat avec les patients, les proches et le public, une science, une culture et aussi un nouveau standard afin d'améliorer la santé de tous et l'expérience de chacun. Je pense que ça fait un clin d'œil justement au quintuple objectif que parlait plus tôt Denis. Au quotidien, on accompagne les équipes, que ce soit dans les soins, la recherche, la transformation numérique. On les aide à planifier de manière stratégique leur implication, leur partenariat des citoyens. Via de la formation également, du recrutement, de l'accompagnement et finalement de l'évaluation. Fait que vous saurez un peu plus ce qu'on fait au quotidien. C'est pour ça qu'on a eu le mandat vraiment d'accompagner le ministère, plus particulièrement dans le PNSP, de co-construire avec des citoyens. Alors, je crois qu'il fallait être dans un certain état d'esprit quand on s'est lancé là-dedans. Alors, il faut un certain investissement, comme l'a mentionné Denis. Alors, ces quelques lignes vont résumer l'état d'esprit dans lequel il fallait se mettre. Alors, s'engager est une démarche dans une participation citoyenne, signifie d'élargir les perspectives, créer les espaces. Il faut aussi créer ces espaces-là de dialogue, accroître la pertinence des actions. On le fait pour nous, pour la population, et évidemment en santé publique. Il ne s'agit pas d'une formalité, un genre de checklist. Il faut vraiment, ni aussi d'une méthode qui est uniforme, vous allez le voir, mais d'une posture qui repose sur l'écoute, la co-construction et la reconnaissance des expertises de tous, à la fois citoyenne, mais également complémentaire avec l'expertise des professionnels, l'expertise en santé publique et autres. Alors, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'il fallait se mettre quand le mandat est arrivé. Et justement, ce mandat-là avait 3 objectifs qu'on va voir ensemble. Alors, premièrement, c'était de comprendre. Comprendre c'est quoi la vision, les besoins des citoyens en termes de santé publique. Qu'est-ce que ça résonne chez eux? Peut-être qu'ils ne connaissent pas non plus. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que fait la santé publique? C'était également
d'expérimenter. La dernière diapo mentionnait aussi ça, c'était cet état d'esprit-là qu'on essaie quelque chose ensemble. On va peut-être se tromper à certains moments, c'est pas grave, on va se réajuster avec les citoyens, avec les différents professionnels autour de la table. Et par la suite, c'était d'accompagner ces équipes-là, ces groupes de travail. Je vais vous en parler un peu plus longuement dans les prochaines diapos. C'est d'accompagner vraiment de A à Z les équipes, les groupes de travail et également d'être là pour planifier la suite également. On peut-tu se doter d'outils aussi pour travailler avec les citoyens dans la santé publique? Alors, notre premier objectif, c'était de comprendre comment ça s'est fait méthodologiquement. C'était une revue de la portée, de voir c'est quoi les rôles qu'on donnait aux citoyens en général en santé publique. Alors, je vais le nommer, là, Corentin Monciel, qui a leadé cette partie-là. Alors, une revue de la portée qui sortira dans les prochains jours. Restez à l'affût. Mais ce qu'on trouve beaucoup, sans voler le punch, là, c'est beaucoup des acteurs communautaires qui vont avoir des rôles peut-être plus de formation, d'enseignement, etc., en termes de santé publique, mais est-ce qu'on peut réfléchir autrement, aller à l'extérieur de cette boîte-là qu'on s'était donnée aux citoyens en termes de santé publique? Et je pense que l'exemple d'implication citoyenne dans ce cas-ci est un bon exemple, mais il y a une revue qui va sortir prochainement, comme je vous dis, restez à l'affût. Un autre aspect qui a alimenté notre comprendre, alors c'était les sondages, sondages populationnels, qui a permis de voir effectivement comment ça résonnait, qu'est-ce que la santé publique, à quel point ils connaissent la santé publique et plus particulièrement l'ancien PNSP. En complément à ça, des entretiens aussi avec des OBNL, différentes organisations, différentes associations, pour savoir, eux également, comment ils mobilisent ça, comment ils le comprennent également. Et finalement, une belle analyse, synthèse de ces données-là pour nous permettre d'aller vers la suite, c'est-à-dire d'expérimenter tous ensemble. Alors, une bonne dizaine de citoyens ont été recrutés, ont été mobilisés à l'intérieur de différents groupes thématiques. Alors, pour échanger sur ces groupes-là, qu'apporte un citoyen, c'est vraiment son expérience du vécu, son interaction avec la santé de manière très générale, avec son environnement, qui vient enrichir finalement ces groupes-là, qui sont complémentaires avec les savoirs professionnels que vous connaissez peut-être un peu plus. Alors, il y avait de l'échange, oui, dans les groupes, mais également entre les groupes, surtout entre citoyens, pour pouvoir échanger sur l'expérience en général. C'était assez nouveau pour tous. D'être inclus dans ces espaces-là et également les professionnels aussi d'inclure ces nouvelles voix-là autour de la table. C'est pas nécessairement toujours facile et on se réajuste en cours de route. Alors, c'était important pour nous de bien documenter tout ça, les petits défis, les bons coups, etc., pour en ouvrir finalement vers un guide qui sera disponible dans les prochains jours. Alors, encore là, restez à l'affût si vous êtes curieuses et curieux par rapport à ça. Alors, c'était vraiment dans ce état d'esprit-là, d'expérimentation, de le faire ensemble. Évidemment, le Centre d'excellence était toujours présent à ces différentes étapes-là, bien que pas présent dans les différents groupes de travail. Par la suite, à quoi ressemble un accompagnement, grosso modo, de ces équipes-là? C'était de la formation des différentes parties prenantes. On ne forme pas que les citoyens à faire partie de ces groupes-là, mais également toutes les parties prenantes, de dire « Oh, wow, il va y avoir un nouveau joueur. Qu'est-ce qui va apporter ce nouveau joueur-là? Quel rôle va-t-il avoir? Quelle place on va lui donner? » etc., etc. Je pense que c'est bien de camper ces attentes-là dès le départ pour s'assurer qu'on est surtout sur les mêmes objectifs. Recrutement des citoyens, un accompagnement aux différentes rencontres, soit des groupes, de la facilitation aussi à l'intégration. Il y a eu des hauts et des bas, ce qui est bien, ce qui est attendu dans tout groupe de travail, et des suivis, des rencontres avec les citoyens. Des fois, comme je vous mentionne, il y a différents enjeux, documents pas disponibles, rencontres un peu difficiles à planifier, etc. Bref, tout le monde a été très flexible. Sérieusement, je remercie
remercie toutes les personnes qui ont été impliquées dans ce projet-là, autant les hautes instances du ministère et vraiment les gens du terrain, d'avoir eu cette ouverture-là, en fait, de dire « Hey, on va oser faire autrement pour justement créer plus de valeur. » Les constats rapidement, les apprentissages qu'on a eus, la formation est nécessaire. Des personnes n'ont pas pu, par exemple, assister à certaines formations, etc. On voit qu'il y avait une petite vallée de manque de connaissances. Alors, des fois, ça peut paraître assez banal, là, ce genre de formation-là, mais ça permet vraiment de bien camper. On est tous sur la même page. On commence tous au même endroit. Il va y avoir certains vocabulaires aussi, co-construction, etc. De bien s'entendre là-dessus. Clarté des attentes, je l'ai mentionné un peu plus tôt, s'assurer que tout le monde est d'accord avec ça, de bien jouer son rôle dans les différents groupes de travail. Le recrutement, ça, je vous dirais que c'est un point à améliorer, c'est-à-dire qu'on le reconnaît au centre d'excellence, ce n'était pas nécessairement les citoyens typiques, si je peux dire, là. C'était une première expérience. On ne voulait pas non plus trop... comme on dit, se casser la gueule. Alors, on est allé peut-être davantage avec des citoyens que ça a été un peu plus, entre guillemets, facile, mais je crois que pour la suite, il faut se donner ce défi-là. On va voir les groupes en situation de vulnérabilité, diversité de gens aussi. Alors, ça, c'est la prochaine étape. Là, je pense qu'on se donne comme petit défi à avoir. Rencontres préparatoires et des suivis, vocabulaire adapté, etc. Peut-être de prévoir aussi des éléments qu'on veut peut-être plus creuser avec les citoyens, un angle mort qu'on aurait. Alors bref, peut-être de l'identifier en amont. Un soutien qui est mutuel aussi entre les citoyens. Ça a été très bénéfique d'avoir ça, des moments où on peut se poser, se parler peut-être un peu plus, en guillemets, entre nous, de ce que l'on vit. La valeur ajoutée, elle a été reconnue. Toutefois, on a besoin d'un soutien. Ça ne se fait pas tout seul. Alors, vraiment, à ce moment-là, c'est à tous les niveaux qu'il faut être conscientisé à ça. Les gestionnaires, finalement, de libérer du temps, de dire, ça prend du temps d'envoyer peut-être un document de plus à une certaine personne, s'assurer, faire un petit suivi. Est-ce que tu as bien tout reçu? Est-ce que tu as eu l'invitation, etc. Alors, c'est pas énorme, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prévoir en amont pour ne pas avoir des petites surprises. Après ça, ça a permis d'avoir des nouvelles perspectives qu'on n'aurait pas eues, évidemment. Des décisions qui sont aussi plus légitimes, ancrées dans la réalité vécue des citoyens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une forte volonté de poursuivre ce partenariat avec les citoyens. Et on veut que ça soit ancré durablement. Ça faisait aussi... Quand on voit le quintuple objectif aussi, c'est de dire on veut bâtir des choses, mais aussi qui vont être durables, hein? Autant dans la méthode, mais aussi dans les retombées. Alors, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'on était. Alors, je vais vous laisser en conclusion là-dessus. Même dans des contextes complexes ou avec des ressources limitées, de petits gestes peuvent contribuer à inclure la voix de celles et ceux qui vivent les réalités visées par les actions. En santé publique, travailler avec les citoyens ne signifie pas ralentir les démarches, mais plutôt investir du temps pour aller plus loin ensemble. Je pense que ça fait un beau petit clin d'œil à ta diapo, Denis. Ça, c'est un code QR là, que vous allez pouvoir peut-être utiliser dans les prochains jours où le guide, justement, comment on collabore avec les citoyens en santé publique. Alors, restez à l'affût pour la suite. Sinon, venez me parler et on va en discuter ensemble. Merci à tous. Merci beaucoup pour les excellentes présentations. Donc, ce serait la période des questions. Je vous invite à vous lever, à vous approcher des micros, vous présenter, poser votre question. Comme vous vous en doutez, là, avec le retard du métro ce matin, on va prendre un petit peu de temps sur la pause pour les questions. Donc, on aura un 10-15 minutes de questions. Donc, je vous laisse la première question, monsieur. Oui, bonjour. Alors, mon nom, c'est Pierre Maurice. Je suis à l'Institut national de santé publique pour encore le temps où ça va durer. Et puis, merci beaucoup pour les deux présentations, très intéressantes. Moi, j'avais un commentaire et puis aussi une question pour Denis. J'ai beaucoup aimé l'idée, puis je suis un adepte de ça, de l'innovation. Et puis, de ne pas hésiter, de sortir un peu des sentiers battus, puis des modes, des processus un peu formels de programmation, etc. Puis, de ne pas hésiter à expérimenter des choses.
et puis à les évaluer, évidemment. Puis lorsque elles sont probantes, d'essayer de les diffuser, de les pérenniser, etc. Ça, moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais en même temps, tu nous dis, on est dans une phase, l'image que tu prends de la pendule, une phase de, je pense, de centralisation. Qui dit centralisation, dit plus grosse bureaucratie, des processus plus complexes, plus lourds, etc. Alors moi, ma question, en tout cas mon problème, ma question, c'est dans une idée de pouvoir innover et puis de pouvoir sortir des nouvelles idées, comment on fait dans un contexte où la bureaucratie est de plus en plus lourde, où elle est de plus en plus rigide, pour arriver à faire passer les idées, les faire évoluer, pour les pérenniser et puis éventuellement les généraliser? Là, je peux parler ici, Le moi? micro fonctionne. Vous pouvez le prendre. Oui, OK, très bien. Merci, Pierre, pour ta question. C'est sûr qu'on peut anticiper des contraintes liées à la centralisation comme facteur qui va inhiber à quelque part l'initiative locale, l'émergence et tout ça. Mais c'est ça qu'il faut déconstruire. C'est ça que la revue narrative de Jean-Louis nous souligne. C'est que les systèmes qui vont réussir sont ceux qui vont bénéficier de dirigeants qui vont exercer l'autorité formelle comme il se doit, comme on leur demande de le faire, mais en aménageant des espaces d'initiative qui vont soutenir activement. Et c'est quand Jean-Louis nous dit qu'il faut faire combiner mieux la gouvernance par les instruments, qui est le système plus bureaucratique comme on le connaît, et cette gouvernance expérimentaliste. C'est ça qui est le défi, et je crois que c'est un défi pour ceux que je regarde mes collègues, parce qu'on a des gens qui sont en autorité qui vont devoir faire ça. Et je crois que, moi je le vois qu'il y a de l'ouverture là-dessus, mais il y a un espace d'initiative qui n'est pas infini. C'est-à-dire qu'on pourrait se heurter à de l'impatience des élus, par exemple, ou à des manifestations d'inquiétude, de préoccupation, de partenaires qui sont moins certains jusqu'où ils peuvent aller, eux autres. Donc, mais à quelque part, moi, ma condition de réussite clé, c'est, encore une fois, c'est quoi la vision? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? De quelle manière ce qu'on va tester comme idée contribue à l'atteinte de cet objectif-là? Pourquoi c'est une bonne idée? Et de garder comme professionnel de la santé publique la responsabilité, puis je dirais prendre l'espace de leadership requis pour affirmer ça. Et moi, je crois que c'est tout à fait, surtout au Québec, parce qu'on n'est pas comme dans d'autres sociétés, j'allais dire, confrontant ou rapide à blâmer l'autre, de dire à le traiter d'incompétent, par exemple. On va être plutôt en mode d'ouverture, généralement, comme attitude de base, et on a une tendance à se faire confiance plus facilement que d'autres. Et moi, je pense que cette confiance-là, elle est très présente dans la santé publique, culturellement. Donc, si on a la chance d'avoir des dirigeants qui le permettent, et à date, c'est ma compréhension, il y a peut-être des espaces d'innovation qu'on pourrait occuper. Puis, je sais que je connais ta carrière, Pierre, tu as été à l'origine de certaines de ces innovations-là qui sont institutionnalisées et qui ont amené des changements importants dans notre société. Bien, moi, je crois qu'on a un track record comme ça, et tu n'es pas le seul, il y en a plusieurs dans la salle. Donc, mais encore une fois, c'est un défi. Faire cohabiter ces deux approches-là, une plus formelle, plus avec des instruments, l'autre plus émergente, mais en gardant la vision, en cultivant des relations de confiance, on peut y arriver. Merci beaucoup. Docteur Bonnet-Vigé. Oui, bonjour. Alors, donc, oui, je suis Bonnet-Vigé de Gaspé. J'ai une petite dissonance cognitive ce matin, puis j'aimerais ça que toi et Geneviève, vous me réconciliez avec ça.
sais, tu dis que les mythes construisent aussi la réalité autant que la réalité construit les mythes. Quand on parle de la politique de prévention, par exemple, on avait déjà la politique de santé bien-être, on a eu les programmes nationaux de santé publique, on a eu la PGPS, et on se retrouve avec, en termes mythiques, c'est encore la même chose, une politique de prévention. Et à chaque fois, il y a eu peut-être pas à chaque fois, c'est pas linéaire, mais tu verras. Mais c'est certain que la politique de prévention, elle n'est pas appuyée par des moyens de financement adéquats par rapport à ce qu'il y a à faire généralement. Donc, il y a eu comme un déclin. On dit oui, la prévention, mais en même temps, concrètement, on en fait de moins en moins. En même temps, on parle de collaboration, ce qui est tout à fait approprié. On a toujours été là-dedans, mais on est dans un univers de confrontation actuellement, puis vous n'en avez pas parlé beaucoup. Puis quand on parle de participation citoyenne, ça implique donc d'être implanté, enraciné à la base, parce qu'une participation citoyenne ne peut pas être juste un avis donné. Il faut que ça soit réellement un pouvoir d'agir qui est redonné à la population pour qu'elle puisse diriger son système de soins. Alors, j'aimerais ça que vous, parce que vous n'avez pas parlé beaucoup de cette dissonance que moi, en tout cas, je ressens, j'aimerais ça que vous nous parliez, Geneviève et toi, de cette question-là. Je la prends au départ, la question de... Bien, peut-être la première portion de ta dissonance. Moi, je ne vois pas un recul. La stratégie de prévention, à mon sens, elle est une consolidation dans un document politique public officiel d'une évolution de la pensée sur l'action sur les déterminants et la création de valeur et de bien-être dans les collectivités. L'élément qui manque dans tout ça, là tu as raison, c'est l'ambition économique de la prévention. Des économistes britanniques ont récemment évalué à 0,9% l'augmentation annuelle du produit national brut qui pourrait être générée si on réalisait le plein potentiel des interventions préventives connues. Ce bout-là n'est pas attaché encore. On a des années devant nous pour le faire, mais je ne lis pas qu'il y ait un mouvement, encore moins une intention de décroissance. Je lis qu'on est à la recherche de moyens financiers dans un contexte d'un cycle budgétaire plus difficile, mais on a véritablement un devoir comme professionnel de la santé publique pour mettre sur papier le modèle économique de la prévention. Et d'ailleurs, il y a des travaux en cours qui vont nous permettre de mieux modéliser sur l'instigation de l'OMS, quel pourrait être le potentiel d'impact économique et de rendement sanitaire d'un accroissement de certaines taxes sur les produits nocifs pour la santé. Donc, il ne faut pas lâcher le morceau, c'est toujours compliqué, mais il y a un business case intéressant pour la prévention et son rendement économique. Et c'est vrai que pour mettre la prévention à l'échelle populationnelle, comme on le prétend ou comme on le souhaite, ça va prendre des moyens qui ne sont pas les quelques millions qu'on a vus passer dans les derniers mois. Moi, je vais peut-être revenir sur un peu le pouvoir, peut-être qu'on redonne aux citoyens, effectivement, différents pouvoirs qu'on a en tant que citoyen. On peut aller voter, mais est-ce qu'on peut aller à d'autres moments aussi s'impliquer autrement en tant que citoyen? Je pense que ce cas-ci est un bon exemple, entre autres, là, un petit peu de pouvoir qu'on peut avoir dans nos politiques publiques, qu'on se donne au Québec en termes de santé publique, mais aussi plus largement en santé en général. Dans les niveaux d'engagement, vous le savez sûrement, là, le plus bas, entre autres, là, c'est l'information. Je pense qu'on est beaucoup là-dedans. La consultation, on est également là-dedans. Collaboration, partenariat, peut-être un peu moins. Même délégation de pouvoir à certains moments, on est peut-être un peu moins là-dedans. Je pense qu'on pourrait se donner ça comme objectif pour la suite, mais je pense qu'on est quand même sur le bon chemin.
à petits pas. On le sait, la bureaucratie, c'est lourd, puis ça a ses avantages également, là, de cette lourdeur aussi. Là. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Il faut continuer ce travail-là qui est déjà amorcé, puis aller dans des plus hauts niveaux, effectivement, d'engagement. Et à ce moment-là, effectivement, plus de pouvoir citoyen. Mais au-delà du pouvoir citoyen, c'est de se dire, bien, est-ce que c'est pertinent, justement? En donnant ce pouvoir-là, je pense qu'on se rapproche de la pertinence là, dans les différentes interventions. J'ai une anecdote que j'aimerais relater, si tu me permets, Nicolas. Brièvement, cette alliance avec les citoyennes, elle est très puissante. Il y a quelques années, le gouvernement libéral de l'époque avait mis dans une loi budgétaire l'abolition du budget du CSBE. Il n'éliminait pas le CSBE, il coupait son budget. Et puis, c'est presque traduit par une abolition technique du commissaire. Beaucoup de personnes l'ont quitté. Mais ce sont des citoyens qui étaient sur le forum du commissaire, qui ont fait des pressions auprès des partis de l'opposition. Et c'est ça qui a rétabli l'existence du budget pour le bureau du commissaire. Et les citoyens étaient très fiers de ça, parce qu'ils nous ont dit, à juste titre, que le pouvoir citoyen est plus fort que le pouvoir bureaucratique lorsque les situations s'y prêtent. Et là, ils l'ont démontré de manière très, très probante. Et moi, je pense qu'il faut créer ces alliances-là avec les citoyens pour qu'on s'entraide. Pas qu'on se fasse dominer par des citoyens qui chialent, là, c'est pas ça. C'est pas ça que tu nous as dit, d'ailleurs, Geneviève. Ils ne chialent pas, les citoyens. Ils co-construisent. Hein. Et puis, faut accepter qu'on va dans une entreprise de co-construction, mais travailler avec le pouvoir citoyen. Puis, il faut le construire à multiples niveaux aussi. Présentement, dans le programme, on est au niveau central beaucoup, mais j'espère que dans la mise en œuvre, il y aura des espaces de co-construction avec les citoyens qui vont pouvoir être défrichés et consolidés aux autres niveaux. Merci beaucoup. Je vois l'heure qui file, donc ça mettrait fin à la conférence plénière. Je tiens vraiment à remercier nos deux conférenciers qui ont présenté aujourd'hui.